Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant nous allons voir comment ça se passe pour un gaz de fermion plongé dans un champ magnétique lorsqu'il s'agit d'un gaz d'électrons. Donc typiquement les électrons de conduction d'un métal. On va négliger les interactions entre électrons eux-mêmes. Lorsqu'un électron libre est plongé dans un champ magnétique, en électromagnétisme classique, si on a un champ magnétique B, l'électron va parcourir typiquement une hélice autour des lignes de champ magnétique. La fréquence à laquelle il tourne, donc la fréquence angulaire, est simplement donnée par EB sur M, masse de l'électron, pour la rotation autour de la ligne de champ, avec un mouvement uniforme dans la direction du champ magnétique, nous allons appeler direction Z, et les directions X et Y, dans le plan perpendiculaire à la ligne de champ. Mais ici, nous sommes en mécanique quantique. C'est quantifié. Alors, l'énergie de l'électron dans le plan perpendiculaire à cause de cette rotation est simplement donnée par l'impulsion dans ce plan perpendiculaire au carré divisé par 2m. C'est simplement l'impulsion dans la direction x au carré plus l'impulsion dans la direction y au carré, c'est simplement le théorème de Pythagore, ceci, divisé par 2m. Et la mécanique quantique nous dit que cela est quantifié et que c'est égal à J plus 1/2 fois E H bar sur M fois B. Et ceci est simplement, en fonction de ce que nous avons vu, 2 fois J plus 1/2 mu B fois B, moment magnétique de la particule, de l'électron. On reconnaît là la quantification habituelle pour les oscillateurs, donc ici comme pour une rotation, avec un nombre quantique J, qui est un nombre entier, 1, 2, 3, etc. Un simple nombre entier. Et l'énergie totale de l'électron, c'est simplement ceci, plus l'impulsion dans la direction Z, Pz carré sur 2m. On peut alors tracer un graphique de cette énergie en fonction de Pz, 0, l'énergie totale, et on obtient une série de courbes, des paraboles, pour J égale 1, 2, 3, 4, etc. Pardon, on commence à J égale 0, évidemment. 1, 2, 3, etc. L'étape suivante consiste à calculer la dégénérescence, c'est-à-dire le nombre d'états possibles pour une énergie donnée. Alors, pour ça, on prend une fine tranche et on fait un petit calcul qui permet d'obtenir cette dégénérescence. Je ne vous donne pas ce calcul ici. Ce qui est important, c'est que plus l'énergie monte et plus on a de courbes qui sont coupées. On a donc des discontinuités au moment où on atteint une courbe. Et si on trace G epsilon en fonction de epsilon divisé par 2 mu bb,
donc on trace G epsilon en fonction de l'énergie, on obtient une courbe comme ceci, 0 au départ, il n'y a aucun état possible en dessous du minimum ici, puis une série de courbes comme ceci. Donc ce sont des courbes décroissantes avec chaque fois une discontinuité ici avec un nombre infini d'états possibles à chaque discontinuité. On peut alors calculer le grand potentiel, oméga. Celui-ci va avoir deux contributions. D'abord, le oméga plus, oméga moins, que nous avons déjà vu, et qui dépend du spin de l'électron. C'est exactement celui que nous avons vu. Plus un terme dû à l'énergie de déplacement de l'électron dans le champ magnétique, en utilisant le J epsilon. Alors on peut faire le calcul dans deux cas limites. Si on fait le calcul à température ambiante, dans ce cas-là, à température ambiante, c'est-à-dire environ 300 Kelvin, on obtient que kT est très grand par rapport à mu B. Alors pour 300 Kelvin, kT vaut environ 3 fois 10 moins 2 électronvolts. Pour un champ de 1 Tesla, ce qui est déjà un champ relativement fort, connaissant la valeur du moment magnétique de l'électron, on trouve que ça vaut environ 6 fois 10 moins 5 électronvolts. Donc, kT est beaucoup plus grand que mu BB. Dans ce cas-là, on peut appliquer des techniques d'approximation pour le grand potentiel, effectuer les calculs, et on obtient alors une aimantation, le calcul de l'aimantation, qui donne l'aimantation égale un terme plus ou moins compliqué, fois le champ magnétique. Donc une susceptibilité constante appelée paramagnétisme électronique. Si il est à noter que cette susceptibilité est beaucoup plus faible que la susceptibilité magnétique du réseau cristallin, donc des ions, des atomes, des noyaux des atomes qui sont dans le réseau, appelé paramagnétisme de Brillouin. Donc ce paramagnétisme est en général inobservable. Pour le mesurer, il faut utiliser des noyaux, des ions, qui n'ont aucune propriété magnétique. Dans ce cas-là, le paramagnétisme de Brillouin est nul, mais il reste le magnétisme. Le diamagnétisme, alors rappelez-vous, le paramagnétisme est attractif, le diamagnétisme est répulsif. Par exemple, ici, on obtient une formule avec une soustraction. La première, c'est ce que nous avons vu précédemment, c'est le paramagnétisme de Pauli, dû au spin des électrons. Le terme négatif, qui est répulsif, c'est le diamagnétisme de Landau. Typiquement, il vaut à peu près un tiers de celui-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une répulsion? Ben, c'est une propriété des phénomènes électromagnétiques. Lorsque l'électron est soumis au champ magnétique, il se met à tourner et un courant électrique tournant génère lui-même un champ magnétique et du fait des signes de les équations, il s'oppose au champ magnétique systématiquement. Et donc, on a tendance à avoir une répulsion.
d'où l'effet de diamagnétisme. Dans un réseau d'ions qui n'ont aucune propriété magnétique, il y a aussi un diamagnétisme dû au noyau des atomes, aux ions. Et malheureusement, celui-ci est à peu près du même ordre que la susceptibilité ici. Il est donc difficile de les distinguer et les mesures que l'on fait doivent être indirectes, de façon à pouvoir séparer les deux contributions, celle des ions et celle des électrons. L'autre cas que l'on sait calculer, c'est une température proche du zéro absolu, T égale environ 0 Kelvin, et un champ magnétique fort. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. On a KT, proche de 0, très petit par rapport à mu BB, puisque B est très fort. Les approximations utilisées pour ici ne marchent plus. On doit utiliser une formule de calcul exacte, appelée formule de Poisson, qui donne des calculs, il faut le dire, lourds et très complexes, ardus. Le résultat, c'est qu'on obtient une fonction de grand potentiel qui a 3 contributions: le spin, donc le paramagnétisme de Pauli, une contribution due au mouvement hélicoïdal, diamagnétisme de Landau, donc on retrouve les résultats précédents avec des intensités un peu différentes, simplement, plus un troisième terme, où la susceptibilité, ou le magnétisme, oscille en fonction de la valeur de B, du champ magnétique. Donc, l'aimantation de la substance, au fur et à mesure qu'on augmente le champ magnétique, l'aimantation de la substance augmente, diminue, augmente, diminue, augmente, diminue. C'est le phénomène appelé effet de Hans van Alphen. Alors, pourquoi ce phénomène? Eh bien, au zéro absolu, tous les électrons occupent les états complètement jusqu'à l'énergie de Fermi. Ça, nous l'avons vu pour des fermions. Tout est peuplé jusqu'à epsilon F0. Et cette valeur d'epsilon F0 augmente avec l'intensité du champ magnétique. Mais ici, nous avons des discontinuités. Et quand le champ magnétique augmente, le nombre d'états occupés varie brutalement à cause de cette discontinuité. Et de fait, si on mesure le champ magnétique en fonction, si on mesure l'aimantation en fonction du champ magnétique, par exemple pour du potassium, qui est un métal, à des températures de l'ordre de 13 Tesla, à des champs magnétiques de l'ordre de 13 Tesla, 12,7 à 13,3 typiquement, on obtient une certaine aimantation moyenne, et alors à fur et à mesure que le champ magnétique augmente, on a une oscillation de l'aimantation. Et si on mesure la période de cette oscillation, on trouve qu'elle vaut 3,75 fois 10-5 Tesla. Donc c'est des oscillations très serrées. Et si on calcule à partir du grand potentiel, si on calcule ce terme d'oscillation, on obtient de très bons résultats comparés aux résultats expérimentaux. Donc la théorie marche très bien. Voilà, pour le paramagnétisme des électrons, ça sera suffisant. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer la théorie élémentaire de la conduction des métaux. Donc, puisque nous savons comment se comportent les électrons, un gaz de fermion,
nous pouvons maintenant nous poser la question, comment le courant se propage-t-il dans un métal? Et nous verrons également quelques applications intéressantes de la théorie de la statistique de Fermi-Dirac. Je vous remercie.